Alcatraz, le rocher, une prison tristement célèbre. Alcatraz était une prison parfaite pour l'époque. C'était un instrument de dissuasion. Les plus grands criminels américains, Al Capone, Mitraillette Kelly et Whitey Bulger, ont tous été enfermés ici. L'île se trouve seulement à 2 km au large, mais il était quasiment impossible de s'évader. Les détenus qui ont essayé ont dû affronter des eaux glaciales, des courants violents, de la brume et de redoutables prédateurs. Pour mieux comprendre le danger que cela représentait, nous allons vider les eaux de la baie de San Francisco. Grâce à d'étonnantes images de synthèse, vous allez découvrir les secrets du fond océanique. La topographie sous-marine peut-elle expliquer la réputation de forteresse infranchissable de la prison? En 1962, 3 hommes se sont pourtant évadés. Vider la baie permettra peut-être de comprendre ce qui leur est arrivé. Ils sont passés par la pointe nord et ont embarqué sur un radeau qu'on n'a jamais retrouvé. Ont-ils rejoint le continent? Ou les courants violents engendrés par les fonds marins ont-ils scellé leur sort? Et la topographie sous-marine peut-elle expliquer pourquoi Alcatraz pourrait bien être l'endroit le plus sûr quand le prochain séisme frappera la Californie? Quels secrets seront révélés quand nous aurons vidé l'eau autour d'Alcatraz? Alcatraz est une île isolée au milieu de la baie de San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis. Située au milieu d'un paysage spectaculaire, les vestiges de la célèbre prison se trouvent à 2 km seulement du centre-ville. Pendant 29 ans, on y a enfermé certains des criminels les plus dangereux et les plus célèbres de tous les temps. Alcatraz, c'était la fin du voyage. C'était un endroit où on pouvait mettre à l'écart les fauteurs de troubles, les chefs de gang, ceux qui posaient le plus de problèmes. Les détenus les plus difficiles étaient envoyés à Alcatraz. Officiellement, personne ne s'est jamais évadé d'Alcatraz avec succès. Mais comment se fait-il qu'aucun détenu n'ait réussi à s'échapper? Afin de répondre à cette question, nous allons utiliser des sonars haute résolution pour scanner le fond de la baie de San Francisco. Pour la première fois, grâce à l'infographie, les relevés effectués sur les fonds marins seront transformés en images de synthèse. Voici Alcatraz, comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, l'île est un musée qui appartient au service des parcs nationaux. Elle reçoit plus d'1 million de visiteurs chaque année. Au fil des ans, un homme l'a vu devenir l'un des sites les plus visités des États-Unis. John Cantwell est ranger. Il travaille sur l'île depuis plus de 25 ans. Il connaît bien son histoire. Il y a eu différentes étapes dans l'histoire d'Alcatraz. Et la première étape, c'est celle pendant laquelle l'armée occupait l'île. Elle est arrivée en 1853 et a construit une forteresse pour protéger le port. Le Bureau fédéral des prisons a pris le relais en 1934 et l'île est devenue un pénitencier de très haute sécurité pendant 29 ans. La justice américaine réservait Alcatraz aux criminels endurcis. La prison était fortifiée afin d'éviter qu'ils ne s'évadent. Cette allée était surnommée Broadway. C'est le couloir principal. Alcatraz était une prison de haute sécurité. Par conséquent, le niveau de surveillance était très élevé. Un gardien pour 3 détenus. On ne les quittait pas des yeux. 12 fois par jour, on effectuait un comptage des prisonniers. Les tentatives d'évasion étaient très durement réprimées. Mais la tentation était forte. Il suffisait d'une courte distance à la nage pour retrouver la liberté. C'était ça la punition d'Alcatraz. On voyait ce qui se passait de l'autre côté de la baie. Il y avait la ville et les hommes qui étaient incarcérés ici pouvaient la voir. Je pense que tous les types qui sont passés ici ont réfléchi aux moyens de s'évader. La liberté semblait si proche que pour certains, c'était irrésistible.
Le chiffre officiel, c'est 14 tentatives d'évasion. Et sur ces 14 hommes, 5 sont portés disparus. Avant de quitter l'île, les détenus devaient d'abord s'évader de la prison elle-même. Une des tentatives d'évasion les plus célèbres a été celle de Ralph Rowe et Theodore Cole en 1937. Ils ont scié les barreaux d'une fenêtre et se sont enfuis dans la baie. On a envoyé des bateaux les chercher et on ne les a jamais trouvés. Selon la version officielle, la mer les a emportés. La force des courants n'était pas le seul danger qui guettait les fugitifs. On prétendait qu'il y avait des requins dans la baie. En 1959, un grand requin blanc a tué un étudiant qui nageait dans ses eaux. Et en 2015, la légende des requins d'Alcatraz est devenue réalité, devant la caméra d'un touriste qui a pu filmer un squale attaquant un phoque près des docks de l'île. Mais la peur des requins n'empêchait pas les tentatives d'évasion. Et elle devenait plus facile à mesure que le pénitencier se dégradait. Le bâtiment vieillissait, le béton commençait à se fissurer et à s'effriter, l'acier rouillait, les barbelés aussi. Il est quasiment impossible de construire une prison totalement étanche. Quelques années avant la fermeture de la prison, il y eut 2 tentatives d'évasion marquantes. En décembre 1962, 2 hommes parvinrent à gagner la mer. John Paul Scott et Darl Parker se sont échappés par le sous-sol de la prison. Ils ont scié 2 barreaux d'une fenêtre du sous-sol, ils sont sortis et se sont faufilés dans des conduits jusqu'au toit. Ils l'ont traversé en rampant et sont descendus par le mur ouest de l'enceinte. Ils ont dévalé cette route et sont arrivés à la mer. Ils ont trouvé Darl Parker sur le rocher là-bas. On l'appelle la petite Alcatraz et il est à une 50aine de mètres. Il faisait des signes aux gardiens dans le mirador et criait « Venez me chercher !» Et ils ont trouvé John Paul Scott au pied du pont du Golden Gate. Officiellement, John Paul Scott est le seul détenu à avoir réussi la traversée de la baie à la nage. Mais quand on l'a retrouvé, il était tellement épuisé qu'il est vite retourné au pénitencier. En 1962, une autre évasion allait devenir la plus célèbre de l'histoire d'Alcatraz. Frank Morris et 2 frères, Clarence et John Anglin, ont préparé leur évasion pendant des mois. Ils ont fini par quitter l'île sur un radeau qu'ils avaient fabriqué, mais on ne les a jamais revus. Le dossier n'est pas clos. On suppose qu'ils se sont noyés. C'est un des grands mystères d'Alcatraz. Ces 3 détenus sont-ils les seuls à avoir réussi à s'échapper? La prison a fermé au printemps 1963. Officiellement, personne n'a réussi à s'en évader. Mais son efficacité ne peut s'expliquer uniquement par l'épaisseur de ses murs ou la vigilance de ses gardiens. Les eaux qui entourent l'île constituaient aussi une barrière redoutable. Aujourd'hui, la science peut expliquer pourquoi la baie était si dangereuse. Imaginez qu'on puisse retirer une bonde qui se trouve au fond de la baie et qu'on vide l'eau qui entoure Alcatraz. Pour la première fois, on peut combiner des sonars haute résolution et des images de synthèse, afin de montrer les fonds marins et leur topographie étonnante. Voici enfin une vue totalement dégagée de l'île d'Alcatraz. C'est un rocher qui se dresse dans la baie de San Francisco. Il est isolé, mais il est très visible depuis le rivage. Il semble tout proche, mais il est à 2 kilomètres. L'assèchement de la baie montre l'île d'Alcatraz comme un socle rocheux qui émerge du fond de l'océan. Elle est entourée de pics montagneux qui sont tous les vestiges très anciens d'une période marquée par les séismes. Tom Parsons est géophysicien à l'Institut d'études géologiques. Il a étudié cette région pendant des décennies. On est face au détroit du Golden Gate, au milieu de montagnes qui se sont formées il y a plusieurs millions d'années. On est pris en sandwich entre la faille de San Andreas et celle de Hayward. Toutes les deux jouent un rôle dans le mouvement des plaques pacifiques et nord-américaines.
San Francisco se trouve au bord de la plaque nord-américaine. Quand celle-ci subit les frottements de la plaque pacifique, des tensions s'accumulent le long des principales lignes de faille de la région. Celle de Hayward et plus particulièrement celle de San Andreas. Cette région est très instable. Elle engendre d'énormes séismes. En 1906 et 1868, 2 tremblements de terre ont ravagé San Francisco. D'une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter, le séisme de 1906 nous rappelle que la violence de l'activité géologique dans cette région peut mettre en péril l'existence d'une grande ville. Il y a plus de 100 millions d'années, ici le paysage était totalement différent. Il y avait une 3e plaque plus petite entre les 2 principales, la plaque Farallon. La plaque Farallon se trouvait entre les plaques pacifiques et nord-américaines. Elle a été poussée peu à peu sous la plaque nord-américaine. En glissant sous la plaque nord-américaine, la plaque Farallon a contribué à la formation de la baie de San Francisco et de l'île d'Alcatraz. C'est ce qu'on appelle la subduction. À mesure que la plaque Farallon disparaissait, des fragments de la croûte terrestre se sont soulevés et ont engendré des montagnes et des vallées. Alcatraz fait partie de la chaîne côtière créée par la subduction de la plaque Farallon. La baie était alors une longue vallée boisée parsemée de nombreuses montagnes rocheuses. L'une d'entre elles était Alcatraz. Il y a 10 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, la région a été submergée par des milliards de litres d'eau de fonte. C'est ainsi qu'est née ce qu'on appelle la baie de San Francisco. Et Alcatraz est devenue une île. On l'aperçoit sur cette photo de 1853. Un rocher sans signe distinctif, à moitié immergé au milieu de la baie. Alcatraz a l'air d'une île paisible et isolée. Mais elle est entourée par des forces naturelles puissantes. Assécher la baie va permettre d'expliquer pourquoi cette île a acquis une réputation aussi terrible et de comprendre ce qui s'est peut-être passé pendant l'évasion de 1962. Nous allons vider la baie de San Francisco afin de découvrir pourquoi il était si dangereux de s'évader d'Alcatraz. En 3 décennies, il y a eu 14 tentatives d'évasion. L'histoire de l'une d'entre elles est devenue légendaire. L'évasion la plus célèbre est sans doute celle qui a eu lieu en 1962. Frank Morris et les frères Anglin avaient mis au point un plan audacieux. Leur plan était incroyablement ingénieux. Ils ont volé une quantité énorme de matériel, des dizaines d'imperméables, de la colle, des moteurs électriques qu'ils ont transformés en perceuses. Ils ont même fabriqué un périscope et une lampe de poche. Il ne leur restait plus qu'à utiliser ces objets pour s'évader. Ouverture! Nous sommes dans la cellule d'un des frères Anglin. Ils ont eu l'idée ingénieuse de creuser un passage au fond de leur cellule. Ils ont fabriqué une perceuse à partir d'un moteur d'aspirateur. Ils ont mis un trépan à diamant au bout et ils ont fait des trous dans le béton autour de la bouche d'aération pour l'agrandir. Ils ont aussi fabriqué des fausses têtes avec des morceaux de béton. Ils ont collé des cheveux dessus et ils ont peint des visages. La nuit, avec les lumières éteintes, ça donnait l'illusion qu'ils dormaient dans leur cellule. L'extinction des feux était à 21h30. C'est à ce moment qu'ils se sont évadés. Une fois la lumière éteinte et les fausses têtes installées, ils sont montés sur le toit. Ils avaient jusqu'à 6h30 le lendemain matin pour rejoindre le continent. À l'aide d'une 50aine d'imperméables en caoutchouc assemblés avec de la colle, les détenus avaient construit un radeau et des gilets de sauvetage. C'était leur seule planche de salut. Ils ont transporté leur matériel sur le toit et l'ont traîné jusqu'au bord de l'eau.
C'est ici qu'ils sont entrés dans l'eau. Frank Morris et les frères Anglin sont descendus par ici. Ils ont gonflé leur canot près de la digue, ils sont montés dedans et ils ont fui en pleine nuit. Des gardiens sont partis en mer à la recherche de ces 3 détenus et ils n'ont retrouvé ni les hommes ni le canot. Selon les documents du FBI, les 3 hommes et leur radeau ont très probablement été emportés par la mer. On n'a jamais retrouvé leur corps. Mais que s'est-il passé réellement? Ont-ils disparu en mer ou ont-ils réussi à atteindre le continent? Pour comprendre le sort des 3 fugitifs sur leur radeau, les scientifiques étudient la géologie de la baie. Les fonds marins peuvent-ils apporter une réponse? Patrick Barnard, de l'Institut d'études géologiques, va commencer par explorer le fond océanique à l'entrée de la baie de San Francisco. Il espère que cela permettra d'expliquer les forts courants qui circulent autour d'Alcatraz et qui rendaient si dangereuses les tentatives d'évasion. On va cartographier les fonds marins à l'ouest du pont du Golden Gate. Ce sera très intéressant de voir ce qu'on trouve dans cette zone. C'est la première fois qu'on utilise un sondeur multifaisceau pour tenter de comprendre comment le fond de l'océan a pu déterminer le sort des 3 fugitifs. Le sondeur multifaisceau permet d'obtenir une image haute résolution des fonds marins. Les relevés sont espacés d'1 mètre au maximum, ce qui permet de voir de façon extrêmement détaillée ce qu'il y a en dessous. Cet appareil de haute technologie émet des milliers d'ondes sonores en direction du fond. Les signaux renvoyés permettent à l'équipe d'obtenir une image d'une précision inédite. L'expédition commence sous le lieu le plus emblématique de San Francisco. On est juste en dessous du pont du Golden Gate, à l'endroit le plus resserré du détroit. Le violet représente la partie la plus profonde, soit 92 mètres. Après plusieurs passages au-dessus du chenal, l'écran laisse apparaître un étrange paysage sous-marin. On distingue un fond sans grande particularité. Sur toute cette partie au centre du détroit, le soubassement rocheux est bien dégagé. Quand on vide l'eau sous le pont du Golden Gate, on peut voir une immense gorge. Elle est bien plus profonde que le reste de la baie, suffisamment pour y loger un immeuble de 30 étages. Mais à quoi ressemble le fond marin quand on se dirige vers l'océan? On se trouve à un peu plus d'1 kilomètre à l'ouest du pont. Mais le fond océanique ne change pas, c'est toujours un soubassement rocheux. À mesure que le bateau s'éloigne du pont, les eaux deviennent beaucoup moins profondes. Les données du sonar indiquent un changement spectaculaire du paysage sous-marin. Le fond est en train de changer. Il y a beaucoup plus de sédiments maintenant. Une fois l'eau évacuée, un paysage incroyable apparaît. On commence à voir apparaître de très grandes vagues de sable au fond du détroit du Golden Gate. Ces formations géologiques sont gigantesques. Les plus grandes font 200 mètres de long et 6 mètres de haut. Les plus hautes montent jusqu'à 10 mètres, soit environ 3 étages. Et elles ne sont qu'à quelques encablures de l'entrée du port. Ça ressemble sans doute à ce qu'on verrait si on se promenait dans le Sahara. Ces vagues de sable géantes sont dues au mouvement des marées dans le détroit du Golden Gate. Les courants rapides emportent le sable qui se redépose plus loin quand ils ralentissent. Les vagues de sable à l'entrée de la baie sont le résultat du mouvement des marées à travers l'estuaire. Ce sont environ 2 milliards de litres d'eau qui passent ici à chaque marée. Avec les marées, les eaux s'engouffrent dans l'étroit chenal. Le soubassement rocheux de la gorge ne s'érode pas. Le détroit agit donc comme une lance à incendie qui accélère le passage de l'eau. Le débit est 160 fois plus élevé que celui des chutes du Niagara. Des tonnes de sable sont emportées et passent à travers cette ouverture étroite. Ensuite, à mesure que l'ouverture s'élargit, le sable se dépose et crée ses vagues.
En vidant l'eau, on voit comment la géologie du fond océanique façonne les forts courants de marée dans la baie de San Francisco. D'abord, un profond chenal accélère le débit de l'eau. Plus à l'ouest, au-delà du pont, le fond océanique passe de 100 mètres de profondeur à une quarantaine seulement. On voit comment les courants ont déposé des milliers de tonnes de sable et créé des ondulations géantes de 10 mètres de haut pour certaines. Mais quel rapport entre la topographie du détroit du Golden Gate et les évadés d'Alcatraz? Les détenus qui ont fui l'île ont dû affronter ces forts courants de marée. Serait-il possible que Frank Morris et les frères Anglin aient été pris dans ces redoutables courants? Un rapport d'enquête du FBI de 1962 montre le calendrier des marées du 11 juin. De 21h à 3h, il y avait justement une marée à fort coefficient, dont le point culminant était à 23h46. À quelle heure les trois fugitifs ont-ils pris la mer dans leur radeau de fortune? À partir de l'extinction des feux qui avait lieu à 21h30, ils sont sortis de leur cellule le plus vite possible. Disons qu'il leur a fallu 1h, 1h30 pour transporter tout leur matériel à travers l'aération, monter jusqu'au toit, passer de l'autre côté de la prison, redescendre et atteindre la mer. Je pense qu'ils ont commencé à pagayer dès qu'ils ont été sur l'eau, disons à 23h. Les trois fugitifs ont dû se trouver en mer au moment où le courant de marée descendante était au plus fort. Quelles auraient été leurs chances de survie si leur radeau de fortune s'était disloqué et qu'ils avaient dû nager dans les courants? Pour ceux qui ont essayé de s'évader par la pointe nord de l'île à marée descendante, quand les courants sont extrêmement forts et qu'ils tirent vers le large, il était sans doute très difficile de nager. En 1h30, on peut se retrouver loin au large. Frank Morris et les frères Anglin ont dû affronter les courants les plus rapides et les plus redoutables de la baie. Des courants souvent meurtriers. Ils ont détruit des bateaux bien plus grands qu'un simple radeau. La baie de San Francisco est un cimetière de navires. Vider la baie de San Francisco permet de faire apparaître une dépression étroite et profonde sous le pont du Golden Gate et des vagues de sable géantes sur le fond océanique. C'est le résultat des forts courants de marée à l'entrée de la baie. À 4 km à l'est du détroit du Golden Gate se trouve Alcatraz. On a un bon aperçu des courants de marée autour de l'île d'Alcatraz. La vitesse est d'environ 5 nœuds. Il est possible de rejoindre le continent à la nage depuis Alcatraz, mais seulement pendant les brèves périodes de changement de marée, quand le courant faiblit. Je l'ai fait une fois quand la mer était étale, mais jamais vous ne me verrez nager jusqu'à San Francisco avec un courant pareil. Braver les courants n'est pas le seul défi que les fugitifs ont eu à relever. Il y avait d'autres dangers mortels. Bill Baker est un des rares détenus d'Alcatraz encore en vie. En 1957, on l'a envoyé ici pour 3 ans après plusieurs tentatives d'évasion dans d'autres prisons. Mais s'évader d'Alcatraz, c'était une autre histoire. J'y pensais souvent, mais je ne voyais pas comment affronter la mer. Dans l'eau, on risque de mourir de froid. La mer était comme un mur infranchissable. Elle a tué beaucoup de gens qui ont essayé de s'évader. Et on ne peut plus la voir en peinture au bout d'un moment. Les eaux glacées qui faisaient si peur à Bill Baker sont dues au courant froid qui remonte des profondeurs océaniques. Il chasse les eaux de surface plus chaudes balayées par les vents qui soufflent en permanence sur la baie. La température de l'eau varie entre 10 et 15 degrés. Dans ces conditions, n'importe quel nageur souffrirait rapidement d'hypothermie. Mais quand l'eau froide entre en contact avec de l'air chaud,
Un autre danger mortel envahit la baie sans faire de bruit. Le brouillard. Une brume épaisse aurait pu être l'allié des détenus, car elle aurait camouflé leur tentative d'évasion. En 1937, 2 hommes se sont échappés d'un des bâtiments et ont disparu dans la brume. Ils ont fait ça entre 2 séances de comptage des prisonniers. Ils ont eu 45 minutes avant que les gardiens s'aperçoivent qu'ils n'étaient plus là. Pour Ralph Rowe et Ted Cole, le brouillard permettait de passer inaperçu une fois hors de l'île, mais il représentait aussi une menace. Quelqu'un qui s'échapperait dans la baie par temps brumeux se retrouverait dans une situation quasiment impossible. Ce serait très dangereux, il ne pourrait pas s'orienter. Ce serait presque le pire scénario pour quelqu'un qui tenterait de s'évader. La brume n'a pas de secret pour Jan Neul. Il est météorologue à San Francisco depuis des années. Mais pourquoi y a-t-il autant de brouillard dans cette région ? Le phénomène à l'origine de la brume qu'on trouve à San Francisco, c'est la circulation de la brise de mer. Quand cet air circule au-dessus des eaux très froides qui bordent la côte californienne, il se condense, il se transforme en brume de mer et gagne ensuite l'intérieur des terres. Et pour atteindre San Francisco, le brouillard n'a pas le choix. Le seul endroit par lequel la brume peut s'engouffrer vers les terres, c'est le détroit du Golden Gate. C'est dans cette zone qu'il y en a le plus. Elle se concentre dans un périmètre qui va du détroit jusqu'à Alcatraz et ensuite jusqu'à Berkeley. Ralph Rowe et Ted Cole ont rapidement disparu dans la brume. C'était le mois de décembre, il faisait froid. Un témoin dit qu'il les a vus être emportés par les flots. On est sûr à 99,9% qu'ils y sont restés. L'épais brouillard empêchait de les secourir. Personne n'a jamais revu les 2 fugitifs. Le FBI a supposé qu'ils étaient morts noyés dans l'eau glaciale. Quand le brouillard de la baie de San Francisco s'allie au puissant courant, le résultat peut être désastreux. On voit sur ces images le résultat de cette redoutable association. La baie de San Francisco est un véritable cimetière de bateaux. Des dizaines d'épaves de navires sont éparpillées au fond de la mer. L'une d'entre elles se trouve à l'est du pont du Golden Gate. Elle gît tout au fond de l'étroite gorge. Son histoire est tragique. C'est l'épave du City of Chester. Mais que lui est-il arrivé? En août 1888, le City of Chester se dirige vers le détroit du Golden Gate. En août, le brouillard est très épais par ici. Il y avait du brouillard et le bateau sortait du détroit au moment où un gros paquebot de croisière entrait. Il était beaucoup plus gros et beaucoup plus rapide. 130 ans plus tard, l'historien Steve Haller et l'archéologue Peter Gavett cherchent l'épave de ce navire. Le City of Chester a coulé rapidement à une 60aine de mètres de profondeur. On est juste au-dessus de l'endroit où il se trouve. Le sondeur multifaisceau laisse entrevoir l'épave. On voit la superstructure. La poupe est ici. Le fait que le City of Chester n'ait pas été recouvert de sédiments est une bonne chose. Grâce aux données du sondeur, on peut voir le bateau tel qu'il était quand il a coulé. Grâce au relevé, nous sommes maintenant en mesure de faire apparaître l'épave. Peut-elle nous renseigner sur la façon dont la catastrophe s'est déroulée? On voit exactement l'endroit où le navire a été endommagé. On voit que la proue n'est plus dans l'alignement du reste du bateau. La quille s'est cassée. Une fois l'eau évacuée autour du navire, on comprend mieux le sort qu'il a connu. On voit à quel endroit l'impact a eu lieu. Sur le flanc, à bâbord au niveau de la proue. Ça l'a presque coupé en 2. Noyé dans un épais brouillard, le City of Chester et le paquebot océanique vont droit à la collision. Quand ils se voient, il est trop tard.
Les courants les poussent l'un vers l'autre. Le City of Chester vire à bâbord. L'Océanic le heurte sur le côté. C'est un navire beaucoup plus gros et la coque se casse. Les dégâts seront fatals. Le City of Chester coule en seulement 6 minutes. 16 personnes à bord trouvent la mort. Ce n'est qu'une des nombreuses épaves qui gisent au fond de la baie de San Francisco. Elles sont la conséquence des forces naturelles extrêmes qui sévissent ici et qui rendent cet endroit si dangereux. Ce sont ces mêmes forces que les évadés d'Alcatraz ont dû affronter. Notamment Frank Morris et les frères Anglin qui se sont échappés de la prison le 11 juin 1962. Quelle chance avaient-ils de survivre dans ces conditions? Si deux navires à vapeur peuvent être malmenés par les flots au point que l'un coupe presque l'autre en deux, quelles étaient les chances de survie de ces trois types dans un canot qui se dégonflait rapidement? Et si les courants de la baie avaient au contraire aidé les fugitifs? Serait-il possible qu'ils les aient poussés vers le rivage? En 1962, 3 prisonniers s'évadent d'Alcatraz à bord d'un radeau qu'ils ont fabriqué. Depuis, des rumeurs très différentes circulent quant à leur sort. Certains prétendent les avoir vus sur le continent. Mais cela contredit le rapport officiel du FBI qui établit que leur but était de rejoindre Angel Island, une île située à 3 km au nord d'Alcatraz. Ils ont fait ce que personne n'avait fait avant eux. Ils ont réussi à quitter l'île avec une longueur d'avance et on ne les a jamais revus. Le rapport officiel de l'administration pénitentiaire dit que le radeau a pris l'eau, que les 3 hommes ont dû nager dans la baie, qu'ils ont commencé à souffrir d'hypothermie et que le courant les a entraînés dans le Pacifique. Mais on n'en a jamais eu la preuve. Et quand la nouvelle éclate, elle provoque l'effervescence et excite les curiosités. C'est, semble-t-il, la première évasion réussie dans cette prison de haute sécurité. Pendant des semaines, le FBI a mené des recherches dans la baie. Le but était de les retrouver morts ou vifs. C'est la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de San Francisco. Si le FBI n'a jamais retrouvé aucune trace des corps, il a trouvé des preuves de l'évasion. Ils ont récupéré 2 des gilets de sauvetage. Ils ont récupéré 2 pagaies en contreplaqué. Ils ont retrouvé tout ça disséminé dans la baie. Un autre gilet de sauvetage a été retrouvé en dehors de la baie sur une plage située au nord du détroit du Golden Gate. Les preuves de leur évasion ne manquent pas. On a retrouvé ces objets dispersés dans la baie et ses environs, mais aucune trace des 3 hommes. Que s'est-il passé? Les fugitifs auraient-ils réussi leur évasion? Serait-il possible que les courants aient joué en leur faveur, en les poussant vers le rivage? Patrick Bernard et son collègue Josh Logan vont étudier cette théorie surprenante. Ils vont utiliser des bouées équipées de capteurs GPS pour suivre les courants. Les conditions sont très proches de ce qu'elles devaient être pendant l'évasion de 1962. On est au plus fort du reflux et l'eau se déplace à 1 mètre par seconde environ, soit 5 km/h. Le GPS va signaler sa position toutes les 5 secondes. On va pouvoir suivre la bouée en temps réel sur notre ordinateur. Ça nous permettra de connaître la direction et la vitesse du courant. On y va. Je vais mettre la bouée à l'eau. Ils larguent la bouée à la pointe nord d'Alcatraz, sur la route que les fugitifs ont prise pour rejoindre Angel Island. Au début, la théorie selon laquelle ils ont été emportés vers le large semble se confirmer. Elle dérive à une vitesse de 6 km/h environ. En 15 minutes, elle est arrivée à mi-chemin entre Alcatraz et le détroit du Golden Gate. Elle se dirige en plein milieu du détroit.
Malgré un fort vent contraire, le courant emporte la bouée vers le large. Mais soudain, une chose inattendue se produit. Elle avançait à 6 km/h jusqu'à ce qu'elle atteigne cette zone. Et elle a ralenti à 1 km/h. La bouée s'arrête juste avant le pont du Golden Gate. Ce n'est pas ce que l'équipe avait prévu. J'ai l'impression que c'est un remous qui l'a ralenti. C'est très intéressant. Elle se dirigeait tout droit vers le sud-ouest avant de tomber sur un remous. Et là, elle a ralenti et changé de direction. Les remous sont créés par de l'eau qui se déplace de façon circulaire, un peu comme un tourbillon au ralenti. Vider l'eau de la baie nous permettra peut-être de comprendre ce qui peut engendrer un remous de cette taille. À l'est du pont, une forme étrange apparaît sur le fond océanique. Juste avant le pont, l'eau est beaucoup moins profonde à cause de la présence à cet endroit d'un affleurement rocheux, qu'on appelle un seuil. Ça provoque une remontée d'eau importante et un phénomène de séparation qui engendre un remous. Les courants de profondeur se heurtent à cet affleurement rocheux et remontent à la surface. C'est ce qui crée le remous géant qui a stoppé net la bouée. Une fois la baie vidée, on comprend mieux comment le relief sous-marin façonne les forts courants de surface qui ont entraîné plusieurs fugitifs vers la mort. D'autres particularités du fond marin permettent d'expliquer l'issue fatale d'une tentative d'évasion plus ancienne. Condamné pour cambriolage, Aaron Burgoett a tenté de s'évader en 1958. Bill Baker était à Alcatraz à cette époque. Il était assez jeune. C'était un homme costaud. Il était fort comme un bœuf. Alors qu'il est de corvée de tri d'ordures, Aaron Burgoett neutralise un gardien et saute dans l'eau à l'ouest de l'île. Il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Ils nous ont tous enfermés dans nos cellules. Des bateaux faisaient le tour de l'île jour et nuit. Ils éclairaient avec des projecteurs. Chaque jour qui passait nous rendait optimistes quant à son succès. Mais 2 semaines plus tard, les autorités découvrent Aaron Burgoett. Un jour, la mer a rejeté son corps. On a su que c'était fini. Ça m'a beaucoup attristé. J'espérais sacrément qu'il réussisse. Étrangement, le corps d'Aaron Burgoett est retrouvé à quelques mètres au large d'Alcatraz. Pourquoi n'a-t-il pas été emporté par les courants rapides qui circulent dans la baie? La réponse se trouve peut-être dans les eaux peu profondes qui entourent l'île. Personne ne les a encore cartographiées précisément. Rick Kavitek, professeur à l'Université d'État de Californie, va utiliser un équipement hydrographique unique en son genre pour explorer les lieux. Il est conçu pour aller là où les navires traditionnels ne peuvent pas aller. Il peut tourner autour des rochers en eau peu profonde et il est équipé de tous les systèmes de sonar qu'on trouve sur un navire hydrographique traditionnel. Sauf que là, il n'y a qu'un opérateur. Après une journée de sondage près de la côte ouest de l'île, les relevés de Rick Kavitek apportent un éclairage sur ce qui est arrivé au corps d'Aaron Burgoett. On distingue des dizaines de gros rochers et de crevasses autour d'Alcatraz. Quand le fugitif s'est noyé, son corps a sans doute coulé au fond et il est resté piégé entre les rochers. Plus tard, des gaz issus de la décomposition du corps ont dû le faire remonter à la surface. En 1962, les 3 hommes n'ont pas tenté de s'enfuir à la nage. Ils ont utilisé un radeau. Mais sont-ils morts en mer ou ont-ils rejoint le rivage sain et sauf? Le mystère reste entier. Patrick Barnard et Josh Logan espèrent montrer la façon dont la topographie des fonds marins de la baie de San Francisco influence les courants en surface. Ils veulent retrouver l'itinéraire suivi par les détenus qui se sont évadés en 1962. La première bouée a été stoppée net par un remous géant.
Ils mettent à l'eau 2 autres bouées à différents endroits sur le trajet qui mène à Angel Island. On va la laisser un peu plus au nord par rapport à la précédente. Les 2 bouées commencent leur trajet vers le détroit. La deuxième termine sa course dans le même remous que la première. Mais la troisième file directement vers le pont. Elle a l'air de se diriger vers le large, au lieu d'aller vers le remous qu'on a vu plus au sud. Un peu plus tard, elle passe sous le pont. La troisième bouée a suivi le chenal principal et elle a pris de la vitesse. Sur ces images, on voit parfaitement pourquoi cette bouée va en direction du sud-ouest. Mise à l'eau un peu plus au nord, elle passe à côté de l'affleurement rocheux et évite le remous. Puis les courants l'entraînent vers la gorge et au-delà du pont. Très vite, elle se retrouve en pleine mer. On l'a mise à l'eau il y a 1 heure environ, et elle a parcouru 6,8 km, avec une vitesse maximale de 10 km/h. Ça colle à peu près avec les projections qu'on a faites. J'étais étonné que les 2 premières ne passent pas le détroit, mais c'est à cause du remous. Celle-ci a suivi le trajet prévu avec une pointe de vitesse à 10 km/h. Personne ne peut nager contre un courant aussi rapide. En stoppant les fugitifs, les remous ne les ont peut-être pas sauvés pour autant. Ils ont dû affronter des courants très forts pour rejoindre la terre ferme. Si on essayait de pagayer jusqu'au rivage, on dériverait vers le sud-ouest, on irait de travers. Le test des bouées apporte un éclairage nouveau sur le rapport du FBI de 1962. Les 2 bouées prises dans le remous ont continué leur trajet dans 2 directions différentes. Étrangement, l'une d'elles est même repartie vers Alcatraz. Cela expliquerait pourquoi on a retrouvé des débris du radeau près de l'île après l'évasion. L'itinéraire de la 3e bouée montre que si les prisonniers se sont noyés, comme le pense le FBI, leur corps a pu être emporté vers le large par les courants. Mais le test montre une chose de façon certaine. La baie de San Francisco est imprévisible. Il y a un tel enchevêtrement de courant qu'à quelques mètres près d'un côté ou de l'autre du chenal, on atterrit à des endroits totalement différents. On peut se retrouver à 10 km au large ou revenir quasiment à Alcatraz. Mais en admettant que les 3 détenus aient atteint le large, il leur restait encore un autre défi redoutable à affronter. À cause des nombreux grands requins blancs qu'on trouve ici, on surnomme cette zone le Triangle Rouge. En juin, c'est la saison des remontées d'eau froide, comme c'était le cas en juin 62. Il y a beaucoup de nutriments, beaucoup de poissons et de grands prédateurs. Il y avait sûrement plus de grands requins blancs que pendant le reste de l'année. S'ils sont arrivés jusqu'au large, vivants ou morts, ils sont peut-être devenus des proies pour les grands requins blancs. On n'a jamais retrouvé le corps des 3 détenus. Mais la science a montré qu'ils avaient eu peu de chances de s'en sortir vivants. La prison d'Alcatraz a fermé ses portes en 1963 avec un bilan parfait. Officiellement, aucune évasion n'a jamais abouti, malgré les nombreuses tentatives. C'est la situation de l'île qui faisait d'Alcatraz une prison étanche. La baie était le mur le plus difficile à franchir. On peut dire qu'Alcatraz doit sa réputation à cette baie. Cette prison parfaite était le résultat d'une géologie hors du commun. Des gorges profondes, d'immenses dunes de sable sous-marines, des affleurements rocheux à l'entrée du détroit, des courants puissants et de dangereux prédateurs qui rôdent au large de la baie. Tous ces phénomènes naturels ont fait d'Alcatraz un lieu dont on ne s'échappait pas. Mais une autre force de la nature qui éclipse même les redoutables courants océaniques sévit dans la baie de San Francisco. Pour mieux comprendre, vidons l'océan Pacifique. Sur les fonds marins au large de San Francisco se trouve la célèbre faille de San Andreas. Le mouvement des plaques tectoniques a causé de violents séismes par le passé. Le plus meurtrier s'est produit en 1906. Il a fait plus de 3000 morts. Mais un séisme encore plus meurtrier menace la région. Ici, on le surnomme le Big One.
On prévoit un tremblement de terre qui pourrait aller de l'extrémité sud de la faille de San Andreas et remonter le long de la baie jusqu'au nord de la région. Toute la zone de faille serait touchée. Il pourrait atteindre une magnitude entre 8,2 et 8,4. Les dégâts seraient bien plus grands que ceux causés par le séisme de 1989. Si un séisme de cette magnitude devait se produire à San Francisco, il y aurait malheureusement beaucoup de victimes. De nombreux immeubles s'effondreraient, les routes et les infrastructures seraient menacées. Si ça se produisait, il y aurait des dégâts énormes en ville, mais aussi tout autour de la baie et dans toute la Californie. Des pans entiers de la ville pourraient sombrer dans l'océan. Une grande partie du centre-ville serait détruite. Le pont du Golden Gate pourrait atteindre ses limites techniques. Mais une fois la fumée des incendies dissipée, on apercevrait un endroit encore debout. En cas de fort séisme, l'île d'Alcatraz serait un abri sûr car elle est faite de roches très dures. Elle ne risque pas de s'effondrer à cause des secousses comme le ferait un terrain plus meuble. Elle est là depuis 100 millions d'années. Elle résistera au séisme. Si les géologues ont raison et qu'Alcatraz est le lieu le plus sûr en cas de violent séisme, alors c'est le comble de l'ironie. Cette île, dont tant d'hommes ont essayé de fuir, va devenir le seul endroit où se réfugier. Après avoir vidé l'eau de la baie et dévoilé les secrets des fonds marins, il ressort une image différente de l'île. La prison n'explique pas à elle seule les mystères légendaires qui entourent Alcatraz. La géographie de la baie de San Francisco, l'eau, les rochers, le vent et le brouillard tissent autour de l'île un filet qui en fait un endroit d'où on ne s'évade pas, à moins d'un séisme dévastateur. Vider l'eau de la baie nous a permis de révéler les secrets d'Alcatraz.